Heinz France est présidé depuis octobre 2020 par Xavier Musso. Heinz France, c'est un portefeuille de 827 millions d'euros d'actifs, autour d'activités de développeurs, d'investisseurs, en fonds propres et pour le compte de tiers, et d'asset managers sur toutes les classes d'actifs. Il y a tout juste un an, dans ce même rendez-vous, Xavier Musso nous présentait la société Heinz France et les nombreux projets qui animent les 42 collaborateurs de la société créée en 1995. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Début 2022, l'objectif de Heinz France était centré sur une stratégie de redéveloppement, notamment de l'immobilier de bureau et la logistique, et une diversification marquée par l'acquisition et la gestion d'actifs. Un an après, quels sont les résultats obtenus par Heinz France par rapport à ces objectifs ? Comment la société Heinz France a-t-elle traversé une année marquée par une inflation ? Réponse de Xavier Musso. Comme vous le rappelez, les années ont tendance à se succéder et présentent chacune des challenges qui sont renouvelés et difficiles. Pour autant, l'année 2022 a été très riche pour Heinz. Elle a été très riche dans plusieurs domaines. Le premier, c'est surtout celui de l'accomplissement de grands projets qui ont été livrés dans le courant de l'année 2022. Alors j'en veux pour preuve, bien sûr, la Tour Éclat, qui a été livrée en octobre, inaugurée en toute fin d'année, en décembre. Et c'est pour nous toujours un signe extrêmement important. Éclat, c'est un projet qui a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Et donc, la livraison, c'est un aboutissement d'une longue période de conception, puis d'exécution. Voilà. Nous continuons dans ce projet pour maintenir, poursuivre et sans doute davantage intensifier une activité locative pour les propriétaires. C'est une livraison très importante, mais ça a été aussi la livraison de 3 autres immeubles, tout aussi importants, puisque Duo pour Ivanhoé Cambridge, qui a été célébré, et puis Live sur Avenue de la Grande Armée pour Gecina, et enfin Stream Building, dans lequel nous sommes promoteurs, avec Covivio, pour compte d'ACM et de Covivio. Donc une année où les équipes ont été très actives, parce que vous le rappelez, dans un environnement économique difficile, arriver à livrer ces projets en temps et en heure, dans des conditions tout à fait favorables, ça a été une performance et il m'est important de la saluer pour remercier tous les collaborateurs qui l'ont fait. La deuxième chose, c'est que notre activité se poursuit. C'est que nous avons une activité d'acquisition qui reste importante. Alors évidemment, elle est aussi liée à la conjoncture. Vous rappeliez que l'inflation a fait son entrée en 2022, sans doute aussi une brutalité du changement de paradigme auquel on a assisté à partir du printemps et puis qui a continué à s'accentuer à partir de l'été et la fin de l'année 2022. Néanmoins, on reste actif. On a signé l'acquisition d'un immeuble à Saint-Ouen, dont Eiffage est le promoteur, pour compte d'investisseurs coréens, avec une vision très long terme, puisqu'on bénéficie de cash flow stable pendant 14 ans, et donc c'est ça qui nous a intéressés, avec un driver qui était aussi très présent, l'ESG, puisque cet immeuble est sans doute une nouvelle génération d'immeubles sur le bas carbone et l'empreinte. Donc voilà, et ça dit aussi beaucoup de ce qui va nous intéresser, ou en tout cas ce qui va être une valeur absolument prédominante dans les mois et les années à venir, c'est d'avoir une vision beaucoup plus forte encore sur les valeurs ESG. On va revenir bien sûr sur ces valeurs à la fin de cette interview, si vous le voulez bien, Xavier. Revenons également un petit peu sur la Tour Éclat que vous avez évoquée, qui a été inaugurée, vous l'avez dit, le 1er décembre dernier. Elle a été conçue par Jean Nouvel en collaboration, donc justement avec Heinz et AJ Real Estate. Une collaboration, vous nous l'avez dit aussi, de 10 ans. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette tour et nous parler de ces innovations justement et des choses que vous aviez pu imaginer au départ et qui sont finalement réalisées aujourd'hui ? C'est la passion et la difficulté de notre métier. C'est que, pour ne pas paraphraser les propos de notre président, qui aurait pu imaginer, il y a 10 ans, les changements qu'on a vécus au cours des 2 dernières années. Mais et au fond, ce qui est très intéressant dans Éclat, c'est qu'elle préfigure déjà des changements auxquels on a dû être confrontés. Par exemple, il y a beaucoup de choses. Éclat, on a beaucoup réfléchi sur la performance énergétique. On est passé en conception d'un double vitrage en simple vitrage. Alors, dit rapidement, c'est 40 000 mètres carrés de vitrage économisés sur la tour.
On a aussi expérimenté, et donc c'est assez rare, des ascenseurs qui sont twin, c'est-à-dire que dans un même conduit, on a deux cabines. Et donc, il y a énormément d'avantages. Le premier, c'est que on condense, on réduit l'espace utilisé par les ascenseurs, l'empreinte du noyau, et donc c'est davantage vertueux. Une autre avancée technologique, c'est les centrales de traitement d'air. C'est-à-dire qu'elles sont généralement dans les tours, posées en haut ou en bas. Et là, au fond, on les a miniaturisées. Et elles sont dans les faux plafonds. Et donc, elles sont réparties, très nombreuses. Le gros avantage, c'est que chaque utilisateur de la tour éclat, à chaque étage, a son propre air neuf. Au 24e, on respire l'air du 24e, pas celui du 23, du 25 ou du 28. Et vous vous en souvenez, même si ça a peut-être un petit peu disparu, parce que d'autres choses sont venues derrière, mais il n'y a pas si longtemps, la respiration de son propre air, l'air neuf, ou en tout cas la diffusion de l'air dans les tours, a été une vraie question quand on s'est posé la question du Covid. Le Covid est sans doute un peu derrière nous, mais je crois par contre que cette problématique d'air neuf est une problématique importante. Voilà, il y en aurait sans doute encore beaucoup, mais voilà, ce qui est intéressant dans Éclat, c'est que c'est une conception moderne, et c'est aussi avec le travail des équipes du groupe Vinci, pendant la période de construction, des adaptations pour que cette tour soit plus innovante, et puis surtout qu'elle corresponde davantage aux attentes des utilisateurs qui attendent une expérience, une expérience servicielle également. La tour Éclat, inaugurée donc récemment, le 1er décembre 2022, avec côté innovation, au pied de la tour, la transformation d'un anneau routier désaffecté en un modèle d'Highline verte comme à New York. Xavier Musso nous en parle. Et c'est sans doute la première performance d'Éclat quand on regarde le bas carbone, c'est l'idée de dire réutilisons ce qui est possible. Et donc, on a construit sur un univers extrêmement contraint, en réutilisant un ancien noyau routier désaffecté, goudronné. Et ce qu'on en a fait, donc on a mis cette tour au milieu, et donc avec une très forte contrainte. Mais c'est là où je trouve que finalement, la verticalité est intéressante, parce qu'elle permet de ne pas diffuser. Et puis, donc, Éclat, vous le rappelez, l'intérêt de cet anneau routier qui rentre dans la tour, qui est un parcours qui sera arboré, utile, qui est peut-être aussi juste une manière de sortir de la tour, de sortir d'un espace, d'expérimenter un espace doux, une promenade, de changer de temps pendant un instant, marcher, s'arrêter. Cette promenade sera, je le disais, éplantée. Et puis aussi, il y aura des kiosques, et donc on pourra s'y arrêter. C'est aussi vivre l'expérience bureau autrement, bien sûr, qui vient s'ajouter à un grand nombre de services, puisque les 5 premiers étages de la tour Éclat sont réservés à l'expérience servicielle. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises au sein de la tour Éclat aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas véritablement d'entreprise, puisque la tour a été livrée il y a quelques semaines. Par contre, aujourd'hui, on note des intérêts, un certain nombre d'intérêts, de discussions croissants avec des preneurs importants. Je crois à cette dynamique aujourd'hui. Pas de nom pour l'instant, donc si je comprends bien. Pas encore. Alors vous avez évoqué la verticalité aussi, c'est important, elle fait 49 étages cette tour. La verticalité, on en parlait beaucoup il y a quelques temps de cela, peut-être un petit peu avant le Covid, pour parler de la construction de la ville de demain, la ville sur la ville. C'est toujours d'actualité aujourd'hui ? Je sais pas, je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle, mais en tout cas la verticalité, elle est intéressante quand elle permet de ne pas devoir étendre les équipements, de ne pas devoir étendre la production de chaud ou de froid. Je rappelle un des grands intérêts de la défense et de cet ensemble, c'est que dans Éclat, il n'y a ni production de chaud ni production de froid, puisque on vient utiliser une production qui est centralisée, et d'ailleurs dont une grande partie en tout cas du chaud est utilisée par de la biomasse. Donc on a l'intérêt de la verticalité. On peut dire un mot sur l'acquisition que vous avez faite donc de cet immeuble de bureau en VFA à Saint-Ouen pour Eiffage Immobilier. Ça s'appelle la Distillerie. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire quand les choses seront avancées, quand est-ce qu'il sera livré ? C'est pas pour. On l'a acquis auprès d'eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un développement Eiffage avec une entreprise Eiffage et pour un futur utilisateur qui sera le groupe Eiffage. Donc, ce qui nous a guidés, c'est, je le disais peut-être un peu tout à l'heure, 2 grandes valeurs. La première, c'est, je le rappelais, une valeur ESG. Au fond, cet immeuble pour nous, et ce qui nous a intéressé quand
Eiffage nous a présenté cet immeuble, c'est leur laboratoire pour demain, pour avoir les meilleures valeurs d'empreinte carbone. Et on a essayé beaucoup de choses. Et donc ça nous intéresse d'être précurseur et de regarder loin. La deuxième chose, dans un marché de Saint-Ouen qu'on sait tous difficile, mais qui est sans doute lié plutôt à Saint-Ouen qu'on a tendance à comparer à Brooklyn, et donc une forme de cette partie de ville qui progresse assez vite, et donc c'est pas normal qu'à un moment donné, il y ait une suroffre. Ce qui nous a intéressé dans cet investissement, c'est qu'il propose des revenus sur une très longue période, et donc nous assure d'une distribution qui est le souhait de l'investisseur avec lequel on travaille. Mais encore une fois, le driver, c'est la proximité, la ligne 14 qui est à toute proximité de l'immeuble. Vous savez, c'est la ligne 14 qui nous relie au hub de Saint-Léonard et donc qui distribue tout Paris. Donc, première valeur de localisation, bien sûr. Cette valeur d'ESG que je rappelle, qui je crois aujourd'hui est en train de devenir, pour nous en tout cas, la valeur principale d'investissement. Pour revenir sur la diversification que vous avez mise en place donc chez Hines France, vous avez acheté en 2021 500 logements en VFA auprès de Kaufman et Broad. Où en êtes-vous en ce début d'année 2023 ? Ils avancent, ils se construisent, ils montent à un rythme qui est différent en fonction des projets. C'est aussi l'apprentissage qu'on fait des relations avec Kaufman et Broad, c'est que avec ces 500 logements, on se confronte à ces projets qui sont dans différentes villes. La moitié, c'est en région parisienne, l'autre moitié, vous le rappelez, c'est en province, Tours, Aix-en-Provence, Toulouse par exemple. Et donc les projets progressent. On essaye, avec la collaboration qu'on a avec Kaufman, c'est d'améliorer aussi d'améliorer les immeubles, en tout cas les appartements, pour s'assurer aussi qu'on est totalement en phase avec les recherches de demain. Mais je rappelle, c'est un investissement qui a une vision locative, et donc on accueillera de locataires et on ambitionne de gérer ces logements dans la durée. L'an dernier, dans ce rendez-vous, Xavier Musso nous avait parlé logistique qui intéressait Hines France dans le cadre de la diversification de ses classes d'actifs, avec l'acquisition notamment de 350 000 mètres carrés auprès d'Auchan. La logistique fait-elle toujours partie aujourd'hui des projets de développement d'Hines France ? Xavier Musso. Oui, en réalité même, c'est plutôt une diversification. Aujourd'hui, j'aime mieux à penser que Hines développe ou acquiert d'une manière d'ailleurs assez agnostique entre développement et acquisition, puisqu'on fait véritablement les deux, mais on est plutôt un investment manager sur les 4 grandes classes d'actifs. Donc, pour moi, le logement et la logistique font partie intégrante des classes d'actifs qu'on regarde. Aujourd'hui, on passe tout autant de temps à développer ou travailler sur des sujets de logistique, de living et de bureaux. Cette acquisition, effectivement, a été faite auprès d'Auchan. On gère aujourd'hui donc 11 plateformes qui sont essentiellement dans le grand corridor logistique en France. Une année intéressante parce que, vous le rappelez, l'utilisateur unique, c'est Auchan, et donc projet par projet, on travaille avec Auchan, on a amélioré. Là aussi, on pense qu'il y a des valeurs ESG qui sont importantes à améliorer, les plateformes, remplacer l'électricité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées, que nous continuons à porter. Le changement dans la logistique qui est intervenu à partir de l'été montre qu'aussi la compression de taux qui avait été extrêmement importante touche aussi cette classe d'actifs. Et donc, il y a sans doute un portage qui se fera plus dans la durée. C'est un sujet un petit peu tendu, la logistique, on le voit aussi, parce qu'avec le développement du e-commerce, la logistique a un petit peu explosé. Il y a l'histoire des terrains, de la non-artificialisation des sols, etc. Ça reste quand même quelque chose d'intéressant, j'imagine, mais est-ce que ça ne donne pas aussi une image un petit peu décalée de s'intéresser à la logistique ? Je sais que ceux qui sont spécialisés dans la logistique n'ont pas forcément bonne presse. Je ne sais pas si par bonne presse, vous dites, au fond, quand la logistique se rapproche des villes, alors elle se confronte à d'autres classes d'actifs, et c'est vrai sans doute qu'il peut y avoir des tensions. Néanmoins, l'autre argument que vous avancez, la non-artificialisation des sols, elle dit aussi une chose, c'est que ça sera sans doute de moins en moins facile d'aller développer de nouvelles plateformes dans la prochaine sortie d'autoroute par rapport à celle qui était avant. Et donc, la question qui va se poser, c'est, pour beaucoup de choses, faire avec ce qu'on a, améliorer, et donc moins la possibilité d'aller développer là où c'est pas déjà artificialisé. Et donc, je crois que ça nous amène à réfléchir davantage sur cette classe d'actifs. Il y a une nécessité, quand vous parlez de la pénétration du e-commerce,
je ne crois pas que ce soit terminé. Je crois que le besoin d'acheminer toutes les marchandises dans les villes nécessite qu'on se pose la question. Par contre, je pense qu'il y a eu un développement, où il y a eu un développement de cette classe d'actifs avec une contraction taux qui a été sans doute rapide, peut-être trop, donc qui amène à y réfléchir autrement aujourd'hui. Nous, on reste convaincus que ces classes d'actifs méritent qu'on s'y intéresse. Je pense qu'on poursuit, en tout cas, de regarder, de vouloir développer, mais sans doute d'une manière réfléchie dès lors qu'on est au contact des villes. On travaille beaucoup avec les agglomérations, avec les maires, pour voir au fond comment ce rapport entre les différentes classes d'actifs peut se faire au sein des villes. Et donc, c'est aussi comment on vit ce rapprochement qui, vous le rappelez, n'est pas toujours très bien vécu. Pour terminer cet entretien, Xavier, quels sont vos objectifs à venir, votre analyse d'expert aussi sur cette année donc qui commence et qui reste quand même un petit peu incertaine sur bien des points? Elle est incertaine. Le mouvement, elle est plus qu'incertaine. Il y a des véritables challenges qui nous sont proposés. Ils sont nouveaux, impactants, sans doute plus durables que ce qu'on veut bien le dire. Je crois qu'il y a une ère de l'argent qui était vécu comme une commodity, c'est-à-dire surabondant et très peu cher. Ce temps-là, sans doute, est révolu, en tout cas pour un certain temps. Et donc, on voit bien que dès lors qu'avec une certaine violence, les taux ont remonté, où le coût de l'argent est redevenu au fond pas si cher. Si on regarde il y a quelques années, on aurait finalement s'apprécié qu'il soit à ce prix-là. Mais le problème, c'est là d'où on vient très récemment. Donc, c'est cette brutalité. Je pense qu'on est dans un temps d'adaptation et dans tout changement, il y a un nécessaire temps d'adaptation. Voilà. Donc, ça nous propose des changements. Je pense aussi que c'est aussi dans ces moments-là que des opportunités se font jour. Et en tout cas, on reste très actifs. En fin d'année, en début d'année, nous continuons à remettre des offres. Il y a des investissements qui sont intéressants à faire. Néanmoins, on les regarde uniquement avec une vision des nouveaux maths, c'est-à-dire avec une nouvelle manière de regarder les deals. Voilà, donc il faut avoir sans doute du temps, mais l'idée de se dire que il y aura des challenges qui nous sont proposés et des opportunités. Je crois aussi que ça sera l'année davantage de servir nos clients qui sont nos utilisateurs dans toutes les classes d'actifs et bien sûr dans le bureau. Et à ce titre, pour continuer à développer le rapprochement entre l'investisseur que nous sommes et le client final, l'utilisateur de nos immeubles, on est bien sûr asset manager et on devient notre propre property manager, considérant qu'on souhaite intégrer toute la chaîne et se rapprocher et donc pouvoir plus en direct avec nos utilisateurs. Et donc cette année-là pour nous, c'est aussi la création d'une nouvelle ligne d'activité. Donc on crée Heinz France Management Services, donc qui a pour but de concentrer toutes nos activités de property management, mais plus largement dans la manière d'opérer les actifs dont on est propriétaire dans toutes les classes d'actifs. Et j'espère qu'on sera demain capable de démontrer qu'on peut développer des immeubles de résidence étudiante, de co-living et autres. Ça, fait partie des ambitions de 2023, mais pas uniquement 2023. Je crois que c'est plutôt une vision qui est plus longue. On va se donner rendez-vous dans un an, mais dans un an, ça sera un début et sans doute pas une arrivée. Merci à Xavier Musso, président de Heinz France. Xavier Musso qui se projette, vous l'avez entendu, sur un temps long en bon professionnel de la construction et de la gestion de classes d'actifs et qui vient de nous annoncer la création cette année de Heinz France Management Services pour concentrer toutes les activités de property management de Heinz France. Nous y reviendrons bien sûr avec IMOWeek. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour Les grands entretiens, un podcast IMOWeek.